Ma tâche aujourd'hui est de faire état d'un colloque international sur la philologie indienne qui a eu lieu en décembre dernier et dont le titre bilingue était, vous le voyez sur l'écran, Enjeux de la philologie indienne, tradition, édition, traduction, transfert, Issues in Indian Philology, Traditions, Editions, Translation, Transfers. Un projet généreusement soutenu par les LABEX Aztèques, que je tiens évidemment à remercier chaleureusement. Je prends la parole aussi au nom d'Elimba Saboudon, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui, avec moi, est à l'origine de l'idée même du colloque. Le titre, Enjeux de la philologie indienne, délimite un questionnement, un jeu, et une ère, l'Inde, plus vaste de ce que l'on imagine à première vue. Enjeu signifie aussi défi. En anglais, ça serait plutôt issues and stakes à la fois. Et l'Inde est ici le monde indien, et non pas l'Inde géographiquement délimitée par ses confins actuels. Le bouddhologue et japonologue Jean-Noël Robert a adhéré avec enthousiasme au projet en s'associant à l'organisation du colloque, comme s'il avait une place toute faite dans son esprit. Je rappelle que sa chaire au Collège de France s'intitule « Philologie de la civilisation japonaise ». Et ce titre, qui signifie avant tout, mais je simplifie, étudier la civilisation japonaise à partir des textes, anticipe en quelque sorte sur la portée de notre entreprise, puisqu'elle envisage, par cet élargissement des perspectives, la philologie indienne comme un outil pour accéder à la pensée qui s'exprime à travers des textes et se transforme au fur et à mesure qu'elle rencontre des objets différents, éclairant les champs entiers de la culture dont ces textes émanent. La culture indienne s'étend au-delà de ses confins géographiques. Il suffit de rappeler combien le bouddhisme, né en terre indienne, s'est préservé grâce au travail inlassable des moines qui ont voyagé en Inde pour copier et traduire des textes canoniques au Tibet, en Chine, au Japon. Et combien ces nouveaux textes sont irremplaçables pour la restitution d'originaux perdus. Jean Filiosa disait que seulement un Chinois avait estimé que 1700 textes, 1700, avaient été traduits du sanskrit. La philologie n'est pas seulement une science exacte dont les fondements seraient immuables en tout temps et en tout lieu. C'est une science souple, liée essentiellement à l'environnement culturel dont les textes émanent, au temps et au lieu de leur production et de leur réception. C'est cette particularité, cette singularité même que le colloque a voulu mettre en évidence. En tant qu'indianistes, en effet, avec mes collègues, nous ressentons le besoin de revoir la manière de concevoir et de pratiquer la philologie indienne, entre les limites que nous avons essayé d'esquisser. Les travaux d'édition et de traduction des textes indiens en langue européenne ont été accompagnés tout au long du XXe siècle par un débat sur les diverses manières d'aborder les textes et leurs enjeux philologiques. Un débat qui se poursuit aujourd'hui, non sans impliquer la création de nouveaux concepts. Il y avait un modèle dans l'édition des classiques grecs et latins qui a clairement influencé l'analyse et les traitements des textes indiens et qui a structuré la conception même de la science philologique mise en œuvre à partir de la fin du XIXe siècle dans la grande vague d'édition des corpus philosophiques et littéraires indiens. Donc cela nous a très naturellement amené à ouvrir le débat à des philologues antiquisants et plus généralement des experts des traditions littéraires européennes auxquels nous avons confié la tâche des répondants afin d'apporter un contrepoint indispensable et de mieux percer la différence indienne. Par cette expression, la différence indienne, je fais allusion à la conférence inaugurale de Sheldon Pollock intitulée Indian Philology, Editions, Interpretation and Difference. En effet, il s'agit pour les philologues de rendre compte des caractéristiques singulières des traditions textuelles indiennes et des particularités de leur histoire au fil des siècles.
Comment aborder par exemple la question de l'auteur et de son rôle dans des traditions essentiellement orales, du moins à leur début. À cet égard, on peut faire référence aux notions contemporaines d'orature versus écriture ou d'oraliture versus littérature, forgées pour désigner les textes dont le support est synchroniquement le moment même de l'énonciation ou diachroniquement la chaîne d'énonciation. Dès lors, quel est le statut de la variante et quel sens donner à la quête de l'original dans une culture où les sphères de l'oral et de l'écrit ne cessent de se recouvrir et où la transmission des textes inclut traditionnellement le passage par l'oral. La philologie est une machine à remonter le temps, mais ce n'est pas un véhicule lancé tout droit, d'une manière infaillible vers son but. C'est un kalayantra, donc une machine du temps, auquel manquent des pièces, et plus souvent des pièces essentielles. Il rassemble à ces chariots, sans roues et brinque-à-la-banc, sur lequel le dieu Yama, enfant, dieu de la mort et premier ancêtre des hommes, ici dans une représentation classique, est monté une fois pour retrouver son père et ouvrir ainsi la voie d'un au-delà qui est la voie des hommes après la mort, voyage au long duquel il devient l'ancêtre de l'humanité. Yama, qui est le modèle aussi du scribe, le premier dieu à avoir un registre dans la littérature normative indienne sur lequel sont notées les actions des hommes et leur destin, ressemble au philologue en ce qu'il est à la fois un pionnier et qu'il va vers un passé qui lui est inconnu. Et tout travail de philologue a beaucoup à voir avec cet inconnu qui représente l'horizon de risque toujours ouvert de son métier. La philologie est une science humaine, toujours perfectible, en ce qu'elle est surtout une science des erreurs, des lacunes qui se glissent dans la transmission des textes et qui sont à la fois des obstacles et des jalons, des repères dans le voyage à accomplir. Les philologues traquent les erreurs, comblent, si possible, les lacunes pour que le texte marche, pour que grâce à cette machine qu'est la philologie, il retrouve sa bonne orientation. Bref, pour qu'il fasse sens. On peut ranger aussi, sous la rubrique des différences indiennes, la particularité des manuscrits indiens anciens dans leur matérialité. Le modèle du scribe. Les manuscrits donc, sont des livres gravés sur feuilles de palmier en des écritures qui varient beaucoup d'une région à l'autre de l'Inde, environ une trentaine au moins d'écritures, ce qui fait de la manuscriptologie indienne une science très savante. Les méthodes de la philologie varient. D'une part, le travail de l'édition critique, cet effort vers la reconstitution d'un texte original qui va généralement de pair avec celle du style d'un auteur, engageant sa responsabilité, autrement dit son autorité. D'autre part, la mise au jour d'une stratigraphie textuelle sur le modèle du palimpseste ou l'approche génétique qui permettent de suivre la fabrique du texte et sa relation à une tradition entière en adoptant un point de vue intra- et intertextuel. Tandis que l'édition critique vise à épurer le texte, en quête peut-être d'un idéal urtexte, son étude comme palimpseste ou encore l'interprétation génétique dont il a fait l'objet privilégie le regard porté sur les étapes et les strates de la composition. Quoi qu'il en soit de la méthode, la tâche est rendue difficile par le nombre de manuscrits indiens et leur impressionnante dissémination, au moins pour une grande partie de la littérature. Difficulté contrebalancée aujourd'hui par les bases de données et la mise à disposition de sources et d'instruments d'analyse de plus en plus affinés qui modifient le terrain même d'une discipline appelée à se renouveler à l'aune de nouveaux défis. Dans un ouvrage récent, paru sous sa direction et intitulé World Philology, Sheldon Pollock décrit la philologie comme l'art de faire sens d'un texte, making sense of a text. Il ne s'agit pas simplement de lui trouver un sens. Dans les corpus plus anciens, en particulier, par la force des choses, tous les textes ont plus d'un sens.
mais de savoir l'inscrire dans un tout d'une manière cohérente et qui soit capable de répondre à cette relation vitale que les parties du texte entretiennent avec le texte entier et que le texte en question entretient avec les textes qui l'entourent, le corpus auquel il appartient. Chaque texte est solidaire d'un univers de cordes et de sphères, si vous me passez l'image, des images qu'on utilise surtout dans les théories de l'univers, de la même manière que chaque mot relève d'une chaîne sémantique, en italien stringa semantica, ou qu'il appartient à telle ou telle sphère conceptuelle. Les outils du philologue, ce sont la maîtrise de la langue, plus souvent encore dans le cas de la philologie indienne, des langues du texte, les connaissances proprement édictiques pour l'établissement du texte, collatio, emendatio, qui lui permettront de produire éventuellement un stemma et une édition critique. Mais son outil le plus affiné est son intuition du texte. Quelle est sa place dans le corpus? Dans les Védas, le corpus des textes révélés. Quelle est la place, par exemple, qu'occupent les Aranyakas, que vous voyez donc sur une colonne à peu près au centre de ce schéma qui représente le Veda pour les premières colonnes et les textes, les manuels du rituel, si j'ose dire, dérivés donc, du Veda ou associés donc, aux différentes collections védiques. Donc, quelle est la place des Aranyakas, c'est-à-dire des textes de la forêt qui précèdent donc, les Upanishads ici? Et quel rapport ont-ils, par exemple, si vous voulez, je fais une petite digression ici, mais il y a donc dans les Védas des recueils, vous les voyez, les 4 recueils qui sont indiqués, dont dérive au fond toute une littérature exégétique. Mais cette exégèse se décline sous différentes formes. La forme donc des Brahmanas, qui est une exégèse plutôt, disons, mythique ou mythico-rituelle, concernant le Brahman, l'essence même du texte. Les Aranyakas, ces fameux textes de la forêt, et puis les Upanishads, qui sont des textes plus sapientiels, si j'ose dire, et qui héritent beaucoup de ces textes de la forêt. Pourquoi? Donc, quel besoin, si vous voulez, d'où vient-il cette émergence d'un corpus forestier ici? C'est une des questions voilà, que Charles Malamud a essayé d'aborder, par exemple. Et puis, tradition, dans le titre du colloque, fait référence à la façon dont s'organisent et se constituent les différents corpus, les domaines du savoir, quel genre de textes leur sont associés, commentaires, traités, manuels, etc., et les formes de leur transmission. Ainsi, la transmission des Védas se fait-elle d'une manière de maître à élève en prenant soin de fixer dans la mémoire un texte définitif. En Inde, encore aujourd'hui, cette transmission de maître à élève est une précision impressionnante. Elle s'est faite par un apprentissage très rigoureux du texte, avec des récitations syllabe par syllabe, une syllabe oui, une syllabe non, récitation à l'endroit et à l'envers de chaque strophe. Vraiment, c'est assez extraordinaire. Et donc, cette mémorisation précise, minutieuse, fidèle, si vous voulez, a pour essence, effectivement, la précision et l'absence absolue de variantes. Lorsqu'on rencontre donc des variantes véritables dans cette transmission de ces textes, il s'agit de véritables écoles différentes, les shakas, que vous voyez indiquées ici, les différentes recensions stricto sensu du texte. Mais lorsqu'on transmet l'épopée, par exemple, il y a une autre forme de la transmission qui est un jeu, ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'un poème qui révèle non plus de la révélation védique, mais de la mémoire, de la smriti, non pas de la shruti.
En effet, l'épopée a été traduite en plusieurs langues, donc ça c'est une différence, et présente plusieurs versions au fur et à mesure que la tradition épique prenait forme. Les recensions du Mahabharata sont si nombreuses qu'une édition critique paraît une entreprise non seulement quasi impossible, mais inadaptée. Durant l'histoire de sa transmission, le Mahabharata a connu une version que l'on appelle la Vulgate, constituée donc à partir d'un commentaire d'un grand polymathe au XVIIe siècle qui s'appelle Nilakanta. Et il existe pourtant aussi une édition critique qui a été bâtie à partir de 1933 et achevée il y a 50 ans, en 1966. Réalisée par un groupe donc des pandits sous la direction de Suktankar, dite aussi l'édition de Pune, dont la valeur est certainement et également historique, mais dont les critères reflètent les priorités d'une discipline philologique peu adaptée, c'est-à-dire que les responsables de cette édition choisissent la meilleure variante, la meilleure version, voilà, selon des critères que l'on pourrait juger à la fois scientifiques et parfois aussi brahmaniques ou idéologiques, comme on voudra. Donc, cette science-là est un peu adaptée, si vous voulez, au défi que représente cette épopée, qui est à l'origine un poème, je le répète, oral. John Brockington de l'Université d'Oxford nous a aidés à faire le point sur cette question. Il propose un schéma suggestif de la transmission de l'épopée avec des recensions et des manuscrits en constellation. J'ai trouvé ça très, très beau. Philologie indienne n'est pas une expression comparable à philologie française ou italienne. Vous l'aurez compris, il faut tenir compte en effet de la pluralité des langues de l'Inde. Ainsi, le colloque, centré sur la philologie sanscrite, a-t-il fait place à d'autres langues qui marquent son histoire. Par exemple, le Kannada, qui est une langue parlée au Karnataka et qui a donc donné déjà au Xe siècle une version importante, une réduction, une réécriture, comme on voudra, du Mahabharata par Pampa, donc, qui a été donc, une des communications qui a été présentée. Sur d'autres versants, donc il y a un Mahabharata régional comme ça qui a été produit. Sur d'autres versants, on l'a vu, on rencontre les Tibétains, les Chinois ou les Japonais, ou encore les Persans. Donc ce sont des experts de ces langues aussi qui ont été invités. Langue qui, le persan, à partir de la conquête arabe, devient l'idiome d'un vaste monde lettré. Cette pluralité des langues a produit un environnement linguistique et philologique unique. Si dans le cas du tibétain, du chinois, du japonais, c'est la fidélité aux textes bouddhiques originaux qui prime dans le travail de traduction, avec des innombrables calques des mots sanscrits, dans le cas du persan, peut-être parce qu'il s'agit surtout de littérature scientifique et technique, voire mystique. Les Yoga Sutras, par exemple, le texte canonique du yoga a été traduit en persan. La traduction enregistre des écarts qui portent la trace des véritables transferts culturels. La philologie devient ici un travail entre les langues, une philologie non pas des variantes, mais des écarts à proprement parler, et des transferts d'un système de pensée à un autre. Sheldon Pollock a grandement inspiré cette réflexion qui relie la philologie à un univers déterminé. Dans son œuvre majeure, The Language of Gods in a World of Man, de 2006, il a suivi de près l'histoire de la langue sanscrite jusqu'à son apogée autour du premier millénaire, puis se révère avec l'émergence et le développement au fil des siècles des langues régionales et bientôt nationales de l'Inde, une transformation analogue à celle qu'a connue le latin lorsqu'il a donné naissance aux langues néo-latines en Europe avant de disparaître lentement. Précisons toutefois, et cela fait partie des traits uniques de son métier, que pour le philologue, au moins pour lui ou seulement pour lui,
Quoique le corpus des lettres latines soit désormais clos, le latin demeure quelque part, doit demeurer une langue vivante et doit être regardé comme une langue vivante. Non pas parce qu'il y a des locuteurs dans le milieu ecclésiastique chrétien, par exemple, qui s'en servent encore aujourd'hui en tant que langue de choix dans des cérémonies et même en tant que lingua franca lors des conclaves au Vatican, par exemple, mais à cause du travail ininterrompu des philologues qui produisent toujours de nouvelles lectures de ces textes. C'est surtout parce que l'interprétation des textes continue, parce que leur lecture continue, que les langues anciennes continuent de vivre, et pas tellement parce qu'on parle une certaine langue ancienne aujourd'hui, comme c'est le cas du sanskrit. À mon sens, la vitalité d'une langue se mesure non pas au nombre de locuteurs, comme on a trop tendance à le faire, mais à sa capacité de produire de nouveaux textes et corpus littéraires et à susciter en même temps de nouveaux interprètes. L'épopée indienne utilise une langue qui est du sanskrit, avec des insertions dans des langues régionales, des prakrits, mais ce n'est déjà plus le sanskrit védique. Cependant, Vyasa, l'auteur mythique du Mahabharata, a en lui la langue védique et il prolonge le savoir védique comme le fait sur un autre terrain, par exemple le théâtre classique indien. L'affiche du colloque présentait 2 scènes d'un relief sculpté sur les parois d'un temple pallava de Mahabalipuram du 7e siècle. Leur thème est inédit dans l'histoire de l'art indien. Shiva, enseignant les règles du théâtre à Bharata, l'auteur mythique du Natya Shastra, les traités du théâtre, et en pendant, ce même Shiva, enseignant à Tandu, le héros éponyme, si vous voulez, l'art de la danse. C'est Limban Saboudon qui a découvert cette image pour illustrer à la fois le sens d'une transmission de savoir de maître à disciple. Remarquez la posture de Bharata, qui tient son bras droit replié, la main tournée vers l'épaule, coude reposant sur la paume gauche, où l'on reconnaît le geste immémorial du disciple, toute humilité et révérence, geste qui perdure aujourd'hui encore. Puis, pour réfléchir au sens même d'une tradition, aux transpositions aussi d'un art à un autre, et aux multiples modes de la transmission en Inde. Je cite Limban Saboudon. Les liens qui unissent le maître à son élève renvoient par transfert ou métaphore à une autre des questions du colloque, la relation qu'entretient un texte avec ses commentaires, et aussi celle qu'une tradition textuelle, la littérature dramatique par exemple, est susceptible d'entretenir avec la pratique dans laquelle elle est destinée à se réaliser. Parmi les maîtres de la philologie indienne, nous avons tenu à honorer par ce colloque la mémoire de Louis Renou, disparu il y a 50 ans. Et parmi les orateurs, nous avons été honorés par la présence de 2 de ses élèves, Edwin Jarrow, de l'Université de Portland, Oregon, et Charles Malamud, à l'École pratique des hautes études, donc qui était directeur d'études en religion de l'Inde pendant longtemps. Les travaux de Jarrow sur la grammaire et la poétique sanskrite, comme les travaux de Malamud sur l'Inde védique, ont su admirablement prolonger l'œuvre de Renou, incontournable pour l'indianiste contemporain. Donc, plus qu'un colloque d'hommage, un hommage donc à cette tradition qui a permis de renouveler les regards, tant sur le monde indien que sur la philologie indienne. Nous sommes donc en train de travailler à la publication d'un volume à l'issue de ce colloque qui sera accueilli dans la collection des études indiennes du Collège de France. Merci pour votre attention.